Bonjour, ici c'est Socrate et je vais vous faire une petite piqûre de rappel, philosophique. Eh oui, quelle passion la philosophie, qui nous permet de nous orienter dans la pensée. C'est Socrate qui vous parle, un Socrate qui avait comme but l'accouchement des esprits. L'accouchement des esprits suite à une piqûre. Eh oui, Socrate était le ton qui piquait pour réveiller les esprits. Et bien, dans cette première vidéo, je vous parlerai d'Hannah Arendt, une des plus grandes, parmi les plus grandes philosophes du XXe siècle, et à mon sens, une des plus grandes philosophes de l'histoire de la pensée occidentale. Je commencerai en donnant quelques informations sur la vie d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, philosophe juive allemande, naturalisée par la suite américaine, née à Linden en 1906, non loin de Hanovre, en Allemagne, et meurt en 1975, naturalisée américaine à New York, donc aux États-Unis. Théoricienne de la politique, philosophe, sioniste dissidente, philosophe atypique, traverse le XXe siècle en penseur indépendant, non sans en éprouver de fortes contradictions et souffrances. À son enterrement, le philosophe Hans Jonas, son ami de plus de 50 ans, dans l'éloge funèbre qu'il a dédié à cette grande, à cette immense philosophe, a dit, je le cite, « Jusqu'à la fin de mes jours, il me sera difficile d'imaginer un monde sans Hannah Arendt. » Et donc, il la décrivait comme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'unique. On peut dire que Arendt a eu depuis toujours cette passion de la philosophie. Elle a eu une formation aussi en théologie juive. Elle connaissait l'histoire de la pensée et la théologie chrétienne. Elle a été influencée profondément par la philosophie allemande, par ses professeurs, et n'importe lesquels, Husserl, Heidegger et Jaspers. La lecture de Kant et de Nietzsche l'influencera d'une façon très particulière. D'ailleurs, et de Marx aussi. D'ailleurs, ces trois grands philosophes, entre autres, reviendront constamment dans ses écrits. Montesquieu aussi, bien sûr. Donc, sa formation sera influencée par la phénoménologie husserlienne, par l'existence, la philosophie de l'existence, notamment philosophie notamment développée et approfondie par un de ses maîtres de philosophie, Karl Jaspers. Elle étudie donc la philosophie, la philologie classique et la théologie. Elle prendra à partir de 1933, après la prise de pouvoir de la part de Hitler, de la question juive, qui restera au centre de sa pensée. Donc elle analysera le problème de l'assimilation et de la dissimulation des juifs et la figure du juif apatride, des juifs parias. C'est central, toute cette analyse dans sa pensée. Il faut savoir que Hannah Arendt sera internée dans les camps d'internement de Gurs, dans le sud de la France, près de Montauban. Elle vivra elle partagera pendant un certain temps la condition de déportée. Elle réussira à s'enfuir avec son mari à Lisbonne pour quitter l'Europe en mai 1941 et donc rejoindre les États-Unis. Arendt deviendra célèbre aux États-Unis, mais les polémiques ne manqueront pas suite à son recueil intitulé Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Justement, sur ce sujet-là que nous allons traiter la suite de cette première vidéo. Le titre sera Hannah Arendt et la banalité du mal. Il est nécessaire maintenant de situer intellectuellement et philosophiquement Hannah Arendt. Elle penchait plutôt pour le penser par soi-même. Elle avait lu et réfléchit sur la pensée de Lessing, se pose la question Was ist denken, c'est-à-dire la pensée, qu'est-ce que penser? J'anticipe les questionnements
philosophiques sur la pensée, sur la question juive et sur la question juive, ce sont deux pôles centraux, fondamentaux de la pensée arendtienne et aussi le problème du mal. L'expérience du national-socialisme la marquera profondément. Le totalitarisme du XXe siècle la poussa à analyser le rôle et l'héritage de la philosophie et les rapports de la philosophie avec la politique. Pour elle, la politique doit être considérée comme l'expression majeure et plus importante de la liberté humaine. Il n'est pas possible de concevoir la politique, le politique et la philosophie de la politique sans cette idée fondamentale de la liberté humaine. La liberté, la politique, le politique se basent sur l'espace commun, ce qu'elle appelle l'espace commun d'appartenance, c'est-à-dire le vivre ensemble des hommes, monde commun, espace commun dans lequel les hommes agissent et interagissent. C'est l'inter-esse entre les hommes. Sans cet espace animé par un sens commun à tous les hommes, aucune société humaine ne serait réalisable et possible, selon Hannah Arendt. Ces œuvres, je rappelle, ces œuvres plus importantes, les plus importantes sont les origines du totalitarisme, la condition de l'homme moderne, la crise de la culture et Eichmann à Jérusalem. Des totalitarismes, le totalitarisme nazi et le totalitarisme bolchevique, soviétique de l'URSS, est analysé par Hannah Arendt et par rapport à la monstruosité des crimes commis par ces totalitarismes, elle, bien sûr, analyse, prend en considération la Shoah, l'Holocauste, le massacre de millions de Juifs. Tout cela l'amène à une réflexion approfondie du problème du mal sur le plan philosophique, historique et même, nous pourrions dire, théologique. Elle devint donc philosophe, même si, on le verra par la suite, Arendt ne se définissait pas comme une philosophe, mais plutôt comme une théoricienne de la philosophie et de la politique. Nous verrons pourquoi. Passons maintenant aux éléments essentiels pour comprendre la pensée arendtienne. Comme je disais tout à l'heure, les éléments tragiques du siècle dernier ont soustrait brutalement Hannah Arendt à sa réflexion philosophique. Les philosophes passent donc à une pensée, la philosophe passe donc à une pensée et à une réflexion politique, on pourrait même presque dire à une méditation sur l'homme moderne et sur les temps modernes. Arendt prend délibérément ses distances avec ses maîtres de philosophie et déclare, je la cite, « Je n'appartiens pas au cercle des philosophes, je ne me sens nullement philosophe et je ne crois pas non plus que j'ai été reçu dans les cercles des philosophes. » Donc il n'y a pas de mépris de la philosophie de la part d'Hannah Arendt. Elle reste une grande philosophe et une excellente et une immense spécialiste de la philosophie. Elle avait une connaissance très approfondie, immense de la philosophie et de l'histoire de la philosophie. Donc elle ne renie pas la philosophie, elle n'accepte pas que la politique, qui constituera le centre de sa pensée philosophique, soit considérée comme un sous-domaine de la philosophie. Pour elle, la politique au XXe siècle occupe une place centrale, constitue le problème central de la réflexion philosophique. Donc la politique est centrale. Ce qu'elle veut faire, c'est de fonder une nouvelle science philosophique. Donc une nouvelle philosophie, pour être plus précis, une nouvelle philosophie de la politique. Mais la philosophie de la politique, pour Hannah Arendt, n'est pas une branche de la philosophie, c'est la philosophie. Selon Arendt, les totalitarismes, ou mieux encore les totalitarismes, ont causé une rupture irréversible avec le passé. Après Auschwitz, selon elle, nous ne pouvons plus penser comme avant. Toutes les catégories juridiques, philosophiques, sociologiques ne sont plus valables pour pouvoir penser la modernité, l'âge moderne. Was ist denken? Qu'est-ce que penser après la tragédie inouïe, l'impensable de Auschwitz? Nous ne pouvons plus penser comme avant. Nous ne pouvons plus vivre comme avant.
nous ne pouvons plus philosopher comme avant. Cela veut dire que la pensée d'Arendt est antiphilosophique. Dans un certain sens, la réponse est oui. L'immense effort d'Hannah Arendt se trouve dans la nécessité de comprendre notre temps et donc notre monde. Elle a toujours dit « I don't fit ». Je ne cadre pas, je ne colle pas. Ce qui caractérise et qui est fascinant chez cette philosophe, c'est son indépendance d'esprit, c'est cette liberté d'esprit, cette opiniâtreté qui ne voulait pas dire ne pas rester à l'écoute de l'autre ou des autres, et l'écouter. Elle a subi des critiques très fortes, et notamment après la publication de son recueil Eichmann à Jérusalem, qui fit scandale sur l'interprétation de Eichmann. Et donc, comme nous verrons par la suite sur la fameuse banalité du mal, elle a toujours écouté, mais elle n'a jamais cédé sur les points fondamentaux, ses convictions fondamentales, philosophiques et politiques. Il y a un renversement qui est opéré par la modernité. Selon elle, la modernité a complètement renversé la longue tradition de la pensée occidentale. Considérons par exemple Aristote, qui établit une hiérarchie entre ce qu'on appelle en grec la theoria et la praxis, c'est-à-dire entre, comme on dit en latin, la vita contemplativa et la vita activa. La relation entre le philosophe et l'individu, les citoyens qui vivent la vie de tous les jours dans la cité. Ce que veut dire Arendt, c'est qu'il s'est produit dans notre époque, après les événements tragiques causés par le totalitarisme, une rupture radicale entre la pensée et l'action. Entre le thaumazein, en grec ancien, l'étonnement, d'où est née la philosophie, et le dialégestai, ce que les Grecs appelaient le dialégestai, c'est-à-dire le dialoguer, la capacité d'avoir un dialogue et de suivre avec soi-même, avec les autres, et donc de suivre un parcours dialogique avec soi-même et avec les autres. Et puis, donc, l'étonnement. Or, quand il y a cette séparation entre les thaumazein et les dialégestai, il y a une séparation entre la pensée et l'action. Cette séparation est dramatique, voire tragique, et selon Hannah Arendt commence avec le procès de Socrate. Socrate qui est condamné à mort par le tribunal d'Athènes, accusé entre autres d'avoir corrompu la jeunesse. Il déstabilisait ceux qui étaient au pouvoir, ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire le pouvoir consolidé existant à Athènes. Cette maïotique socratique, l'accouchement des esprits, cette faculté et ces besoins de remettre tout en cause dérangent. La cité condamne le philosophe. C'est là qu'il y a une rupture entre l'action et la pensée. Et donc, quand la pensée et l'action ne coïncident plus, ne vont plus ensemble, ces binômes fondamentaux, le risque est d'un côté d'avoir des penseurs ou des spécialistes de la pensée qui vivent dans une tour Risseburnia, comme disaient les latins, c'est-à-dire dans une tour d'ivoire, renfermés dans leurs spéculations philosophiques, donc dans leur théorisation, et de l'autre côté, les hommes d'action qui agissent, mais qui manquent de la pensée. Donc nous avons une situation où, d'un côté, la pensée est amputée de l'action, et de l'autre côté, sur le terrain de la praxis, de l'action, de la vie active, nous manquons de la vita contemplative, c'est-à-dire nous manquons de la pensée. Or, la pensée et l'action séparées ont donné naissance, ils ont engendré la condition tragique de l'homme moderne qui est écartelée entre la pensée et l'action. Et donc, cette condition tragique correspond à une aliénation, à une dépossession de sa nature humaine, ou pour mieux dire, pour éviter de dériver dans la métaphysique que la philosophe fuyait, justement pour ne pas raisonner in abstracto, donc ne pas raisonner avec des idées tout simplement abstraites, cette condition tragique crée l'aliénation qui veut dire dépossession, et cela est très grave et tragique, car selon elle, selon Hannah Arendt, un homme qui ne pense plus ce qu'il fait et ne sait plus donner un sens à son action, il ne sait plus qui est-il. Qui est-il,
cet homme qui ne sait plus donner un sens à son action, et un homme qui ne pense plus, un homme qui ne sait plus ce qu'il fait, ou qui alors pense savoir ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Donc l'homme moderne est devenu, selon Arendt, absolument incapable de donner un sens à ses actions ou de penser ce qu'il fait. On y reviendra plus tard, c'est l'effet tragique produit par le totalitarisme. La philosophie, donc, selon Hannah Arendt, doit par conséquent descendre des spéculations abstraites et revenir dans le monde. Donc les philosophes ont eu cette responsabilité à partir de la condamnation de Socrate, de s'être éloignés de la cité qui les rejetait et de s'être renfermés dans une pensée qui n'agissait plus. Et donc, la philosophie doit revenir à se confronter avec le réel, avec le monde tel qu'il est. Toute sa vie, et dans sa vie même, Hannah Arendt a toujours essayé, en tout cas s'est efforcé de faire coïncider, en tout cas toujours, de mettre ensemble ce binôme fondamental de la pensée et de l'action, sans s'égarer exclusivement dans l'une ou exclusivement dans l'autre. La philosophie n'est pas un domaine privé des spécialistes. Elle doit être présente sur les terrains publics, dans les domaines publics, et donc dans les domaines publics d'appartenance commun, c'est-à-dire la politique, de vivre ensemble. Ainsi que la philosophie et la politique se retrouvent ensemble et se confrontent dans le monde, et non pas dans deux univers séparés. La philosophie et la politique doivent marcher ensemble dans ce monde. Hannah Arendt n'a pas écrit de traités systématiques. Loin d'elle, la systémique ou la systématisation de la pensée philosophique, de la théorie politique ou de la philosophie politique. Elle n'a pas élaboré un système philosophique ou métaphysique. La philosophie, pour elle, reste le domaine du concret, tout en utilisant la philosophie et la théorie politique, mais toujours dans les domaines praxiques, pratiques, pragmatiques, dans les domaines du concret. Donc il n'y a pas de spéculation abstraite ou de théorie abstraite dans ses livres et dans sa pensée. Or, la question centrale, comme j'avais dit tout à l'heure, elle se pose est la suivante. Je reprends cette question centrale. Comment philosopher et continuer à le faire après Auschwitz? Il est clair pour elle que ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, je le répète, je l'avais déjà dit tout à l'heure, d'inscrire la philosophie dans la pensée politique comme avant. Après la Shoah, ce n'est plus possible. Toute la tradition philosophique de Platon à Hegel, à Marx, selon elle, ne peut pas répondre, ne peut plus répondre à cette question. Comment philosopher et comment vivre après Auschwitz? Il ne s'agit pas de dire que les questionnements et les problèmes philosophiques sont obsolètes ou de régner plusieurs siècles, voire quelques millénaires de la philosophie. Mais il s'agit de repenser la philosophie et notamment ce qui est considéré le cœur, le centre de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie politique. Il est absolument urgent et nécessaire de repenser la philosophie politique, de reconstituer le binôme et les contacts entre la pensée et la politique et d'élaborer de nouvelles catégories philosophiques, philosophico-politiques qui innovent par rapport aux catégories obsolètes précédentes. Or, cette réflexion que nous sommes en train de faire est liée à la question du mal, le problème du mal. Il y a cette nécessité donc urgente de rétablir les liens entre la pensée et l'action. Penser et agir sont malheureusement isolés. Par rapport au mal, nous verrons, le rôle central de la philosophie, c'est de jouer un rôle dans la pensée qui devient une pensée politique, dans un espace commun politique, le politique, et donc cette pensée arendtienne se positionne aussi par rapport au mal, à l'analyse qu'elle fera du mal. Le nazisme, selon Arendt, n'a pas été produit par la philosophie. Il en dérive à cause de la faillite de la pensée philosophique jusqu'à nos jours. Donc elle veut dire que, quelque part, les philosophes ont une certaine responsabilité dans la genèse du nazisme, justement parce qu'ils se sont retranchés
exclusivement dans les domaines de la pensée et ils se sont éloignés du monde réel. Donc cela ne signifie pas qu'Arendt rejette la culture philosophique ni les philosophes, mais comme nous en avons déjà dit, les réponses de la philosophie jusqu'avant le totalitarisme, jusqu'avant Auschwitz, ne sont pas et ne sont plus adaptées au monde post-Auschwitz, post-totalitaire. On voit aussi qu'elle, un esprit absolument libre, indépendant, rejette certaines interprétations de l'école de Francfort, de Adorno, Theodor Adorno, Max Horkheimer, le fondateur de l'école de Francfort, et aussi du philosophe de la politique Léo Strauss, sont rejetés par Hannah Arendt. Elle, la scientificité, le positivisme et surtout l'historicisme ne proposent aucune solution au problème de comment penser et agir après la tragédie du totalitarisme. Car c'est cela qui compte. Comment reconstituer la pensée et l'agir après la tragédie de l'Holocauste. En fait, nous ne sommes plus les mêmes. Elle insiste sur ce point que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est central. Les catégories de la pensée et de l'agir ne fonctionnent plus. Penser et agir ne sont pas contradictoires. Voilà, je reprends, je n'avais plus de batterie, je m'excuse, donc je reprends ce que je disais. Donc penser et agir ne sont pas contradictoires pour Hannah Arendt, et donc le problème qui se pose est de comment les concilier. Donc d'un côté la vita active et de l'autre côté la vita contemplative, c'est-à-dire la pensée et l'agir. Ils peuvent être réconciliés et conciliés. La réflexion arendtienne dans ce sens est philosophique, politique et anthropologique. Le monde commun a besoin, selon elle, de la pensée et de l'action. Et à ce propos, Jacques Tamigno parle du paradoxe de l'appartenance et du retrait. Le penseur pense, médite et même s'il est en retrait du monde, il lui appartient et donc ne transcende pas le monde. Même s'il se retire et il a la nécessité de réfléchir et de penser, il n'est pas en dehors du monde. Il pense, il réfléchit pour revenir dans le monde, parce qu'il appartient au monde, et donc pour agir dans le monde. Arendt aimait citer une phrase que Cicéron attribuait à Caton. Je la lis en latin et puis j'en donne la traduction. Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse, quam cum solus esset. C'est-à-dire, il n'est jamais plus actif que lorsqu'il ne faisait rien, jamais moins seul que lorsqu'il était seul. En fait, cela veut dire que quand on est seul, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas actifs. Les philosophes, les penseurs qui se retirent provisoirement pour penser, pour réfléchir, il n'est jamais seul. Justement, quand il est seul, il a sa pensée et puis il revient dans le monde. Comme le disait Arendt, il s'agit d'essayer de comprendre, je la cite, la condition paradoxale d'être qui, bien que faisant partie du monde des phénomènes, possède une faculté, le pouvoir de penser, qui permet à l'esprit de prendre ses distances à l'égard du monde sans pouvoir en sortir ou les transcender. Donc le philosophe, les penseurs sont insérés dans le monde. Ils pensent dans le monde. Ils possèdent ce pouvoir de penser, et même s'ils s'isolent provisoirement, s'ils sont dans la solitude provisoirement, ils reviendront dans le monde, mais ils ne sortiront pas de ce monde. Ils ne transcenderont pas ce monde. La question revient, donc, comment reconstituer la rupture de la pensée et de l'action après Auschwitz. Pour Hannah Arendt, il faut remettre en communication, vous l'aurez compris, le penser et l'agir, qui peuvent se rencontrer dans le domaine pur du politique, en évacuant tout moralisme et tout idéalisme. Donc les hommes vivent ensemble, ils partagent un espace commun d'appartenance, partagent leur opinion et leur jugement, issus de ce que les Romains appelaient
les sensus communis, c'est-à-dire les sens communs, donc la compréhension de l'agir humain. Et puis, un autre élément absolument fondamental pour Arendt, c'est le jugement. C'est-à-dire, pour elle, cette faculté éminemment et spécifiquement politique exercée par les hommes, mais libérée des concepts abstraits et de l'évaluation morale fondée sur des valeurs. Donc, il y a la création d'un espace propre du politique dans lequel l'homme porte son jugement et de celui-ci dérive la capacité d'évaluer ce qui est juste et ce qui est injuste pour finalement arriver à un accord possible avec les autres. Un échange des opinions, l'échange du jugement fait le vivre ensemble, fait que les hommes, les individus partagent un espace public qui est commun, un espace public d'appartenance parce que selon Hannah Arendt, cet espace est politique parce que chacun est libre de porter son jugement et d'échanger son jugement avec le jugement de l'autre. Donc un espace peut être commun, mais l'espace devient commun d'appartenance et devient politique seulement s'il y a la liberté d'exprimer ses opinions, ses jugements et de les échanger avec les autres. Or, tout cela est supprimé par le totalitarisme. Le monde commun, donc, donne vie à une communauté avec autrui. Cette dimension est essentielle pour Hannah Arendt. C'est une dimension qui a été totalement oubliée et volontairement supprimée, suffoquée par le totalitarisme. Maintenant, au problème du mal. Voyons donc maintenant l'arrière-plan philosophique, anthropologique et théologique du mal. Le problème du mal est très vaste et très complexe. Partons de la création. Hannah Arendt, de formation et de culture juive, elle connaissait bien aussi la théologie chrétienne, prend par rapport au mal, prend en considération la création. Qu'est-ce que la création? Eh bien, c'est l'organisation du chaos initial. Dieu crée l'univers, dans un premier moment, face au chaos initial, modèle ce chaos, donc il crée un cosmos, il crée un univers qui est ordonné par des lois immuables, par des lois précises. Rien n'est laissé au hasard. Il y a une harmonie cosmique, l'harmonie de l'univers. Et Hannah Arendt se réfère à la Bible. Donc il ne faut pas oublier qu'elle s'est intéressée à la Bible hébraïque et chrétienne et à la théologie. Dieu crée donc le monde et l'univers. D'abord, je répète, c'était le chaos, une masse informe qui est successivement organisée et harmonisée par Dieu. La matière est organisée et harmonisée par Dieu. L'Esprit de Dieu souffle sur les eaux. Or, la question qui se pose par rapport au mal, est-ce que le mal est présent dans la création? Est-ce que le mal altère-t-il la création? Selon Arendt, non. La création reste intacte. L'explication, selon elle, est dans le fait que le mal n'a pas un caractère d'absoluité. Le mal n'est pas connaturel à la création. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas absolu. Il n'y a pas d'absoluité du mal. Le mal n'est pas et ne peut pas être ni absolu ni radical parce que selon elle est seulement extrême. Seulement, selon elle, seulement le bien est profond, radical, c'est-à-dire qu'il y a des racines, et en plus le bien peut tout englober, mais pas le mal, parce que le mal est démoniaque. C'est intéressant maintenant de revenir au terme forgé par Leibniz de théodicée, la justification de Dieu, la justice de Dieu, c'est-à-dire la théodicée aborde le problème de la présence du mal dans le monde qui est incompatible avec la bonté infinie de Dieu. Encore de nos jours, beaucoup d'individus se posent la question pourquoi de la présence du mal dans le monde. Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe? C'est une question brûlante qui interroge encore l'homme moderne, l'homme contemporain. La question est de comprendre, mais déjà avant, si nous
revenons à Leibniz qui parle de théodicée, comment est-ce possible qu'un Dieu infiniment bon et miséricordieux puisse permettre l'existence du mal? Parce que le mal existe. Logiquement, la création devrait être dépourvue du mal. Le mal ne peut pas être créé par Dieu, parce que Dieu est infiniment bon. Ces problèmes se mettent en relation avec, donc, bien sûr, le mal, qui est autour duquel Hannah Arendt réfléchira toute sa vie. Pour elle, le mal est extrême, n'est pas absolu. Mais je continue dans la pensée d'Hannah Arendt sans rentrer dans toutes les polémiques ou les analyses spécifiques de la théodicée. Pour Arendt, donc pour revenir à Arendt, le mal est extrême, comme je viens de dire, et le mal s'inscrit dans la réflexion d'un phénomène unique qui s'est produit, selon elle, donc qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité, le totalitarisme. Je cite Arendt, « Mouvements totalitaires sont des organisations de masse d'individus atomisés et isolés. » Elle le dit dans Les origines du totalitarisme, que je conseille à toutes et à tous de lire. C'est un chef-d'œuvre de la pensée politique. Ce n'est pas l'histoire du totalitarisme. L'origine, comme elle spécifiera par la suite, expliquera, ce n'est pas l'origine en tant qu'origine du totalitarisme. Ce qu'elle veut dire, elle souligne, ce sont les éléments, ce sont, selon elle, cristallisés à un certain moment et qui ont engendré le monstre totalitaire. Pour elle, le totalitarisme qui est lié au mal, le totalitarisme et le mal, le totalitarisme ou les totalitarismes, donc le nazisme et le totalitarisme bolchevique, le totalitarisme est un phénomène historique sans précédent, visant la domination totale. Le totalitarisme ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, il s'est produit en ce moment-là, avec la naissance du nazisme et du bolchevisme. La domination totale instaurée par le totalitarisme ne s'est jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité, selon elle. Il se différencie du despotisme, de la tyrannie et de la dictature. Le régime autoritaire, despotisme, monarchie absolue, oligarchie, structure la société d'une façon pyramidale et inégalitaire. Le mode de gouvernement est autoritaire et personnel. La loi est donnée d'en haut et peut être divine ou naturelle. Or, dans les régimes tyranniques, qu'est-ce qui se passe? C'est que les individus sont isolés et égaux. Il peut y avoir un parti unique, mais ce n'est pas le totalitarisme. Donc, l'ordre est maintenu par la contrainte de la force et de la violence. Donc, comment gouverne-t-il le tyran? En suivant sa volonté. Et exclusivement sa volonté et exclusivement ses intérêts. Le régime autoritaire, le despotisme, tyrannie et dictature ont quel but? Ont le but de conquérir le pouvoir, de s'emparer du pouvoir, alors que le totalitarisme, le mouvement totalitaire s'empare bien sûr du pouvoir, mais il s'empare aussi et s'approprie aussi de toutes les autres sphères de l'existence de l'individu afin que les lois de l'histoire se réalise. C'est-à-dire qu'il y a une instauration d'un pouvoir total qui ne laisse aucun interstice, aucune possibilité de fuite de ces pouvoirs écrasants. C'est-à-dire que chaque individu doit se conformer à l'idéologie dominante et donc le régime totalitaire vise et va éradiquer toute l'humanité. Donc le but est celui de créer un homme nouveau. Or, les deux éléments fondamentaux du système totalitaire sont l'idéologie et la terreur. Le totalitarisme s'empare de tout. Dans les systèmes totalitaires, le chef occupe la position centrale et il gouverne non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la structure en oignon. C'est-à-dire à l'intérieur de cette structure en oignon, il y a un vide qui est occupé par le chef, le Führer, et autour du chef par strates. Ceux qui dépendent des hiérarchies se stratifient au-dessus de la personne du chef. Je termine cette première partie qui continuera la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter. Chaîne pour une nouvelle piqûre socratique. Attention, une nouvelle piqûre philosophique.